Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Samy Manga, l'auteur du livre fascinant et coup de poing, La Dent de Lumumba, régicide contre la colonie. Salut Samy, comment ça va? Ouais, ça va bien, et vous-même? Ça va. Merci d'être présent et merci d'avoir écrit ce livre surtout parce que j'ai dit c'est un livre coup de poing, une force incroyable, mais surtout pour moi, ça a été un soulagement, une réponse. euh, Même si ça peut être pas tout un peu chaud parce que c'est un livre et c'est symbolique, mais ça m'a fait du bien. Que quelqu'un s'insurge, réponde et finalement nous rende aussi une part de notre dignité face à tous les affronts qu'on a pu subir. Alors, pour ça, je vais te dire merci. Euh, mais dans le mouvement, dans notre livre, il y a une très grande force. Est-ce que tu peux nous dire, nous expliquer d'où est-ce qu'elle vient? Il y a une puissance dans le texte. Alors ouais, c'est un peu difficile à dire, mais je me souviens de cette phrase que j'avais entendue à l'école primaire quand j'étais tout jeune. Pour cacher quelque chose à un oral, il faut l'écrire. Et ça c'est quelque chose que je me souviens d'ailleurs, j'avais demandé à mon maître ce que ça voulait dire. Et voilà, il savait pas trop comment mettre les mots. Il me l'a expliqué comme ça. Euh, mais plus tard, c'est une phrase qui s'est avérée révélatrice parce que finalement, j'avais l'impression que dans cette phrase, on me disait que si pour être quelqu'un de respectable, de quelqu'un finalement qui a compris la vie, il fallait absolument lire des livres. Et voilà, très jeune, c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser à l'histoire de notre pays, à la condition humaine, à la poésie, et donc à l'histoire aussi politique de notre continent. Et tout ce que j'ai découvert, je pense que quand on est quelqu'un de sensible, ça ne peut que vous révolter. Moi, ce que j'ai découvert finalement de l'histoire des indépendances en Afrique, de l'histoire de l'esclavage, je ne dis pas que j'ai découvert que ça, j'ai aussi découvert, lu l'Afrique glorieuse, la grande Afrique quand elle était voilà à l'apogée de sa civilisation, mais plus proche de nous. Ben, j'ai pris connaissance de l'histoire de l'Afrique et de toute cette douleur qui la jalonne. Et je pense que ça a construit un peu, pas un peu, ça a construit ma conscience et mon personnage dans la mesure où je me suis dit non seulement ça, c'est pas possible, c'était pas possible que ça arrive et je n'ai pas envie de vivre des choses comme ça et je vais peut-être travailler pour que des choses comme ça n'arrivent plus où la dignité humaine de façon globale est bafouée. Quelles ont été tes influences littéraires? Parce que t'as un style aussi, t'as un style comme il dit, très puissant, qui exprime moi j'ai senti de la révolte, mais au-delà de la révolte, une inspiration à la dignité. Il y a beaucoup de punchlines aussi dedans. C'est vrai que quand je dis ça, je veux que c'est un texte aussi qui a aussi peut-être vocation à te le déclarer sur scène. Voilà. Donc, donc, en termes de style, quels sont tes sources d'inspiration? Alors, moi, il faut dire que, bon, c'est peut-être ça, on ressent aussi ce flow dans le texte. Moi, je viens un peu du rap quand même, quoi. Mhm. J'ai fait pas mal d'années de rap. Enfin, quand j'ai fini mes études primaires, je suis allé en ville, j'ai été accueilli par le rap, quoi. Donc, j'ai fait une dizaine d'années de rap et vraiment, le rap, voilà, vous savez, c'est quand même une discipline, voilà, avec la contestation, comme ça, une peinture urbaine de notre société. Et voilà, jusqu'aujourd'hui, je fais encore du rap, j'ai écrit des textes. Et c'est une dynamique vraiment qui me convient parce que
elle est à la fois, ne demande pas de tourner autour du pot. Il est question d'analyser de manière frontale la réalité qui nous arrive, notre regard sur la société. Et donc, je pense qu'aujourd'hui encore, on me le dit encore, voilà ma façon d'écrire. Souvent, il y a des gens qui me disent qu'ils sont obligés de lire mes textes ou mes livres par haute voix, parce que ça résonne mieux plutôt quand ils le lisent, ils le lisent tranquillement. Donc oui, voilà, moi je viens du hip-hop, aussi de la culture du rap, de la culture voilà, la contestation, de la militance, et voilà. Plus tard, j'ai découvert la poésie et je pense que c'est ce qui fait un peu, voilà, d'une certaine façon mon style. C'est entre la culture hip-hop que j'ai et ce que j'ai découvert de la poésie et plus encore la poésie, l'éco-poésie dont je suis le promoteur. Donc une poésie destinée à sublimer ou encore à prendre position sur les questions environnementales. Donc voilà, c'est un peu ça, moi, mes influences. Après, niveau littéraire, la littérature, ça dépend de qu'est-ce qu'on entend par là, parce que moi, une forêt, c'est un livre d'histoire. Moi, j'ai grandi au village, j'ai grandi en campagne, j'ai été beaucoup bercé par la vie naturelle, la vie des champs. Et voilà, j'ai vécu en ville aussi. Tout ça, pour moi, ce sont des dictionnaires, quoi. Après, voilà, j'ai lu des auteurs voilà, qui m'ont renforcé dans cette idée. D'ailleurs, j'en cite quelques-uns. Mais chacun, vraiment, même ceux qui sont pas connus, c'est pour ça que j'aime pas trop souvent citer les auteurs, parce que ça fait comme si, enfin, il y a des autres. Je pense, la plus grande autrice depuis les temps qui m'a inspiré, que personne ne connaît, c'est ma grand-mère. Donc voilà, et les gens avec qui je vis, des auteurs que personne ne connaît et des grands auteurs aussi, tout ça a contribué à forger un peu moi ma démarche littéraire que je ne veux pas euh, comme étant quelque chose qui respecte un canon parce que j'ai pas le temps pour ça. Mhm. C'est marrant parce que, bon, moi, ça me venait aussi, en lisant la suite des auteurs qui me sont venus en tête, et que tu parles d'éco-poésie et ton rapport à, à la nature et à l'art et, sans faire cette séparation artificielle, justement, entre culture et nature. Moi, ça m'a fait penser, justement, aussi à Gabriel Roger, où, justement, c'est, à l'autre de la parole, où lui, ici, justement, sa tante qui l'a initié. Et c'est vrai que c'est dans notre tradition aussi, euh, on peut dire que l'art, ça fait partie aussi d'un art de livre profondément, plutôt que quelque chose qui est consigné dans les livres. Ça m'a fait écho aussi en te lisant. Et un autre auteur à qui j'ai pensé, ben, je pense que tu avais marqué aussi dans le livre, c'est celui de la aussi. Et pour le côté plus, le côté très, tu sais, qui est physique du verbe, comme dans la vie ennemie, où, le verbe, c'est pas juste que tu as des parents là, c'est quelque chose de très incarné. Je trouve que c'est quelque chose qu'on sent aussi dans ton ouvrage. C'est que c'est pas juste du verbe pour le verbe. Il y a quelque chose qui fait vraiment écho. On est presque, comme je dirais, à un coup de poing, c'est presque littéral. Et, et voilà, ça c'est les deux choses qui nous sont venues, enfin les deux auteurs qui me sont venus en tête. Et c'était pour ça que je me posais la question, si c'était quelque chose de très conscient, c'est de l'imprégnation en fait, de ta culture, de ton parcours, qui se fait dans ton écriture. Il y a un autre livre, c'est dans un livre qui nous parle un petit peu, c'est Chocolaté, les goûts amers de la culture du cacao aux éditions Éco-Société. Est-ce que tu peux me présenter un petit peu cet ouvrage? Alors oui, avec plaisir, Chocolaté, on va dire jusqu'ici, c'est mon livre le plus connu qui est sorti en 2023 et édité donc à Montréal chez Éco-Société. Ben voilà, Chocolaté, alors, comme je disais tout à l'heure, moi je suis un enfant du village, j'ai grandi au village, puis il se trouve qu'en grandissant au village, ben on a grandi avec les plantations de cacao. Voilà, c'était quelque chose qui était normalement inséré dans notre culture, dans notre modèle de vie. Et j'ai vécu comme ça pendant 14 ans jusqu'à ce que j'aille en ville pour continuer les études. Et il se trouve que un jour de 1997, je mange quelque chose qu'on me présente comme des temps du chocolat. Un truc absolument magnifique et très très bon que m'offre, je raconte cet événement dans le livre, qu'on m'offre une femme blanche mais dans sa voiture
après un incident et tout, on organise ça et je goûte le chocolat pour la première fois. On nous explique que c'est un aliment qui vient des fèves de cacao que vous tirez depuis. Et donc, nous, on était un peu, ah bon, d'accord. Donc, bref, c'est un événement qui, finalement, me fait prendre conscience de la culture du cacao et de l'apport, donc, économique, des produits dérivés issus du cacao, donc le chocolat et tout le reste, nos beurres, et ainsi de suite. Et quelques années après, j'ai décidé d'en savoir plus et j'ai découvert, comme on dit, ce qu'on appelle le rose finalement. Voilà une industrie du chocolat, du cacao qui est basée entièrement sur qui est conçue sur des bases de l'esclavagisme, de ce que j'appelle même le colonialisme vert. C'est-à-dire que l'Afrique, le cacao n'étant pas originaire donc du continent africain, il se trouvait que aujourd'hui c'est l'Afrique qui produit environ 80% du cacao mondial. Donc, historiquement, le cacao a été imposé à l'Afrique donc par les systèmes du colonialisme comme toujours. Et cette plante est devenue une plaque tournante pour alimenter l'Europe en fait et puis en dessert et tout ce que vous connaissez. Sauf que de l'autre côté, l'Afrique qui produit 80% du cacao mondial s'est appauvrie d'année en année. Au niveau de la biodiversité écologique, c'est une catastrophe avec des pays comme la Côte d'Ivoire qui ont presque perdu 80% de leur couverture forestière grâce à la culture intensive du cacao et d'autres produits aussi, le Ghana. Donc, on voit, on voit un désastre énorme sur le plan écologique. Alors, sur le plan du travail, de la rémunération, ça, c'est encore grave. Les celles qui touchent un salaire de misère sur la chaîne du cacao, c'est-à-dire de la ferme jusqu'au supermarché en Europe, ce sont les planteurs, donc les producteurs de la matière première. Là, si vous regardez les chiffres, les tontons du Conseil international du cacao, nous on parle par exemple d'un chiffre d'affaires concernant le chocolat qui va à 100 milliards de dollars. Et quand on regarde ça, à l'ère du jour, les pays producteurs ne reçoivent que 6% de ces 100 milliards de dollars, donc 2% pour les cultivateurs. Voilà. Ce qui est complètement désastreux au niveau donc de la rémunération de ceux qui fournissent cette matière première. Et puis il y a d'autres problèmes. Et il y a aussi des problèmes d'illégalité, le travail des enfants qui sont enrôlés dans des villages parce que suffisamment pauvres, qui vont être déscolarisés pour travailler dans les plantations des multinationales qu'on connaît ici en Suisse, les Nestlé, les Barry Callebaut, tout le reste, quoi. Et ces jeunes-là, ils sont emprisonnés dans les plantations de travailler pour finalement l'économie d'une multinationale dont ils ne gagnent absolument rien. Donc, on a tous ces dégâts au niveau de la pollution. Il ne faut pas oublier que transformer 1 kilo de fer pour produire du chocolat, c'est environ 5 kilos de CO2 rejetés dans l'atmosphère. Donc, voilà, chocolater, c'est un peu ça, c'est une critique de la production du cacao, de la culture du cacao et de la production du chocolat et donc de son impact sur la santé des gens, sur l'environnement, sur l'économie et finalement montrer aussi la domination du capitalisme international à travers donc les multinationales du chocolat. Si tu devais donner parce que m'adresser par un tableau qui est peut-être un peu, qui peut être un peu décourageant ou un peu sombre, mais si tu devais donner un message pour donner de l'espoir pour les gens qui ont encore envie de se battre et puis pour donner un peu les plus à des. Ah ben non, mais moi je pense que je suis l'écrivain le plus humaniste du monde, le plus optimiste même, du monde. Ben, mais voilà, si j'étais convaincu qu'il n'y a plus rien à faire, c'est vrai, il arrive que finalement on se dise finalement, est-ce que ça sert encore à quelque chose? Qu'on ait des tentatives de découragement. Mais non, moi je suis débordé par l'optimisme, je suis débordé par
par l'idée que demain matin, un miracle va se produire. D'un coup, l'humanité va réaliser que non, le paradis dont certains parlent dans les religions, nous y sommes. Et qu'on peut très bien, il y a suffisamment de place, suffisamment de richesse, suffisamment d'amour pour qu'on vive bien sur cette planète en tant que être humain, mais en tant que, voilà, en tant qu'être vivant. Parce qu'il n'y a pas que le monde humain qu'on est en train d'abîmer. Il y a aussi le monde animal, le monde spirituel, le monde cosmique et tout ce qu'on ne voit pas qui est pourtant essentiel. Donc, non, mon message est clair. Et tout ce qui lisent mes livres, je pense que une fois que vous avez fini, quel que soit le ton que j'ai employé, la façon que je l'ai dit, je pense que vous ne ressortez pas avec quelque chose d'abîmé qui vous fusille complètement, qui vous fait avoir honte de l'humanité. Il y a plutôt une note de courage, une lumière, quelque chose qui, voilà, moi, c'est ce que j'ai envie. Mais une fois on a fait l'analyse de la situation, la question est, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste, on fait du surplace? Est-ce qu'on régresse? Est-ce qu'on s'arrête? La question la plus importante, c'est, on continue. Nous sommes une génération d'êtres humains. La terre nous a été léguée par nos enfants et nous devons la léguer à nos enfants. Donc, mon mot est simple, on continue. Je le dis déjà avec Nofianga, qui veut dire un groupe sans blague. Ça veut dire on y va, voilà, qu'on soit conscient qu'on a tout ce qu'il faut en tant qu'être humain au-delà des différences, de ce que les gens appellent la différence quand il faudrait parler de la beauté de la diversité. Nous sommes tous, we are just one, quoi-t-on. Voilà, moi, mon message, il est clair. Ne lâchons rien, essayons de continuer de construire cette humanité qui est belle et on n'a pas d'autre issue. Soit on vit ensemble, soit on meurt ensemble. Merci. Je rappelle le titre de l'ouvrage. La Dame Mumba, félicite contre la colonie de Sony Manga, position Météor. Et Chocolaté, le goût amer, la culture du cacao, aux éditions Éco-Société. Encore merci. Merci à vous, c'est moi qui vous remercie. Là. Pourquoi tu ne lis pas ces voix africaines qui font vibrer ton âme? Rejoins notre groupe de lecture afro, où chaque page tournée est une célébration de la culture, de l'héritage et des récits puissants. Nous plongeons dans des livres qui résonnent avec notre histoire.